Être influent ou ne pas être? Ce sera l'objet de la présentation que je vais vous délivrer durant quelques minutes. Alors mon approche sera simple et adaptée évidemment à toute la stratégie de l'entreprise. Nous vivons une véritable révolution numérique qui a un impact sur le fonctionnement de l'entreprise et surtout sa stratégie. Il y a aujourd'hui 4 tendances structurantes de la révolution digitale qui sont à prendre en compte dans la stratégie d'entreprise. La première, c'est la mutation des usages. Il n'y a plus nécessairement de frontières aujourd'hui entre la sphère privée, la sphère professionnelle. Nous sommes tous connectés. Les évolutions de la consommation évoluent de manière extrêmement rapide. C'est la première chose à prendre en compte dans la stratégie de toute entreprise. La deuxième chose, c'est l'aspect interconnexion et mise en réseau. Mise en réseau des infrastructures, des services, des individus, voire même des objets. Troisième aspect, la course à la valeur ajoutée qui doit rester évidemment l'élément clé de toute stratégie d'entreprise vis-à-vis de ses clients. C'est quelle est la valeur ajoutée que je crée aujourd'hui dans ce monde qui devient de plus en plus connecté. Alors c'est clair que la conquête des nouveaux marchés et la mutation des nouveaux métiers ou des métiers des entreprises amènent un constat. On parle moins de produits aujourd'hui, il faut y adjoindre des services et surtout être multi, voire cross-canal. Quatrième aspect, c'est évidemment la maîtrise de l'information. Nous sommes dans un environnement où l'information est instantanée. Il y a l'apparition de nouveaux réseaux d'influence. On parle beaucoup d'intelligence économique, on parle du contrôle de la communication et on parle également d'e-marketing, voire d'e-réputation. Tout cela a une incidence fondamentale sur la stratégie de l'entreprise. En plus du produit, on parle évidemment du service. Des services autour du produit qui permettent de se différencier et ou de fidéliser sa clientèle. On parle moins de communication et davantage d'interaction parce que le consommateur a besoin de prendre part et d'interagir avec l'entreprise. On parle moins d'individualité, on parle beaucoup de communauté aujourd'hui. L'assimilation à une communauté et la prise en compte de celle-ci dans ses achats est un élément important pour co-créer, co-innover. On parle moins aujourd'hui de collecte de l'information, on parle davantage de consumérisation de l'information. Il y a des nouvelles aspirations des consommateurs vers davantage de visibilité, de convivialité et de flexibilité. Et enfin, on parle moins de lieux dédiés, de points de vente, on parle beaucoup aujourd'hui d'omniprésence. Le comportement du consommateur ou le comportement de consommation partout et à tout moment. Que ce soit en magasin, chez soi, en situation de mobilité, dans un contexte urbain ou autre. Alors nous arrivons au cœur de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est 3 éléments qui se complètent et qui, bien intégrés, vont amener un vrai plus dans la stratégie de développement d'entreprise. Le premier aspect qui est plutôt défensif, c'est tout ce qui touche la sécurité des données. Aujourd'hui, c'est un élément très important. Protéger son patrimoine et ses informations stratégiques, qu'elles soient technologiques et concurrentielles, font partie de l'intelligence économique. Deuxième aspect, plus offensif, c'est la veille. La veille, c'est collecter et exploiter l'information pour anticiper. C'est aussi partager l'information. Et le troisième élément qui nous occupe aujourd'hui, c'est la notion d'influence, c'est la mise en œuvre de stratégies d'influence. Le web à 360 degrés, comme nous allons l'évoquer, va permettre, s'il est bien utilisé, de mieux communiquer et surtout d'être utilisé pour mieux vendre, voire pour mieux se vendre. Alors, et moi, comme l'aurait dit un chanteur connu, eh bien, cette notion d'influence est valable pour vous, pour votre marque, pour votre entreprise. Et surtout, nous allons voir qu'il faut pouvoir booster, créer ou booster son influence sans se trahir dans la durée. Alors nous allons aborder un certain nombre de termes nouveaux. Alors il y a aujourd'hui beaucoup de nouveaux verbes comme googliser, nous allons parler de personal branding, nous allons parler d'e-réputation, nous allons parler d'influence, nous allons parler d'identité numérique, mais rassurez-vous, nous allons procéder par ordre
en partant d'un cas d'école. Ce cas d'école, c'est une personne qui, il y a 2 ans, était encore relativement peu connue, et en tout cas dont on n'imaginait pas le destin quelques mois plus tard, c'est Emmanuel Macron, qu'on pourrait considérer comme une espèce de roi de l'influence, tant il a très très bien géré du point de vue de la veille, du point de vue de l'influence et du point de vue globalement de la sécurité des données, sa campagne électorale qui l'a amené à la présidence de la République. Alors, nous allons analyser quelques bonnes pratiques avant de rentrer dans les 10 règles que je vous suggère d'appliquer. Nous allons adopter quelques bonnes pratiques de l'opération d'Emmanuel Macron qui a débuté l'été 2016. Alors tout d'abord, du point de vue du marketing stratégique, il y a eu une identification de segments de population avec leurs préoccupations propres. C'était la dimension stratégique. Il y a eu ensuite la dimension plus opérationnelle. C'était une prospection ciblée sur les indécis et les sympathisants potentiels, avec évidemment pas de perte de temps en allant les démarcher, où l'objectif n'était pas d'aller démarcher justement les soutiens d'autres candidats, c'était vraiment de se focaliser sur les indécis. Et troisième élément, l'objectif, c'était de mobiliser plus facilement les militants et les garder dans une dynamique positive. La technique principale de cette campagne, pré-campagne, était relativement simple et absolument pas digitale. C'était la bonne vieille pratique du porte-à-porte. Alors si je vous dis cela, c'est que tout ce qui concerne l'influence ne concerne pas uniquement le digital. Pour information, en politique, et vous allez voir après que globalement, il ne faut jamais perdre contact avec le terrain dans le monde du business, en politique, le porte-à-porte permet de faire changer d'avis un électeur sur 14. Que le téléphone permet de faire changer d'avis un électeur sur 38 et que l'email permet de faire changer d'avis un électeur sur 100 000. Et donc, nous avons pu voir effectivement les résultats de cette opération. 100 000 personnes sondées sur le terrain par 6 000 volontaires que Macron appelait ses helpers. 25 000 questionnaires récoltés et analysés par un logiciel de start-up, LMP pour ne pas le citer, qui a permis de mesurer les principales problématiques des populations qui ont été rencontrées, qui ont eu chaque individu contacté a eu une réponse au cas par cas en fonction de ses souhaits. Il y a eu ensuite 620 000 followers sur Twitter et c'est vrai que l'utilisation des réseaux sociaux a permis de mobiliser son électorat plutôt que de l'étendre. Et enfin, sur Facebook, Emmanuel Macron était dans le top 5 des candidats au moment, un an plus ou moins, avant la campagne électorale. Alors tout cela, avant d'arriver aux 10 règles que je vous suggère, c'est de comprendre ce que votre entreprise peut retenir de cela. Alors je vous propose 3 choses. La première, c'est que les techniques marketing traditionnelles fonctionnent encore. C'est qu'il faut continuer plus jamais à investir le terrain. La deuxième dimension, c'est l'importance de segmenter ses cibles. Et le troisième élément, c'est que les réseaux sociaux, le web, sont le relais de vos opérations de terrain. Qu'il ne faut pas hésiter à ajouter tous les prospects des clients que vous rencontrez dans des bases de contacts, que ce soit sur un logiciel de gestion de données, le data aujourd'hui c'est la valeur, mais aussi sur LinkedIn et de communiquer les adresses de vos pages Twitter, Facebook. Et là nous sommes effectivement au cœur de l'influence. Alors si vous êtes d'accord, nous allons aborder 10 éléments qui font qu'une stratégie d'influence dans le cadre de l'intelligence économique réussira parfaitement. La première démarche, c'est évidemment une parfaite définition des objectifs. Alors, avoir de la chance, aime à rappeler Philippe Gabillet, qui est un psychologue, qui est aussi professeur d'université et spécialiste de l'optimisme et de la chance. Philippe Gabillet explique que avoir de la chance, c'est agiter la boîte à opportunités. Mais c'est aussi se convaincre que si tout est affaire d'opportunités,
autant se convaincre qu'on en est une soi-même. Et ce n'est pas forcément inné et naturel. Alors pour prendre de bonnes décisions, que ce soit entreprendre sa vie ou entreprendre dans son business, il faut cultiver la confiance et entretenir une bonne intuition. Comprendre son fonctionnement personnel et prendre conscience des divers aspects de sa personnalité, et cela nécessite un travail sur soi permanent. Si on adapte ce modèle à l'entreprise, c'est aussi arriver au cœur de l'entreprise, à ses valeurs, à sa mission, à la vision. Une parfaite définition des objectifs passe évidemment par la fameuse appellation SMART, c'est de rendre chaque objectif spécifique, mesurable, adaptable, relevant, dans une logique de temporalité. Par exemple, si je décide de perdre du poids, eh bien, ce n'est pas du tout un objectif SMART. Un objectif SMART serait de dire que je veux peser 75 ou 80 kg dans 8 semaines, donc c'est-à-dire perdre 7 à 8 kg. C'est un objectif qui est spécifique et mesurable, peser 78 kg, accessible et réaliste, en mangeant mieux et en faisant du sport, et avec une date définie. C'est le genre d'objectif qui est en général atteint car la motivation est forte et les images de visualisation de cet objectif atteint sont très précises. C'est exactement la même manière de faire pour construire une stratégie d'influence en entreprise. C'est une parfaite définition des objectifs qui partent de soi, du projet et des cibles. On a vu tout à l'heure que la segmentation restait un élément très important. C'est aussi un élément capital dans les stratégies d'influence. Deuxième aspect, c'est une mission statement limpide. Alors, ça veut dire quoi? C'est d'abord la définition de votre raison d'être, de votre why. Alors, l'énoncé de cette mission est en général une phrase ou un paragraphe qui formule cette raison d'être sous une forme un peu vague, mais durable, et qui est donc un repère stable dans le changement quotidien. Pour Macron, cette mission statement était relativement simple, c'était changer. Si ce n'est le fond, en tout cas la forme, c'était des mots-clés, renouveau, renouvellement, rénovation. C'était une communication digitale sur quand, comment, pourquoi. Avec un objectif à long terme, c'était la révolution démocratique et le renouvellement des visages dans la sphère politique. Alors c'est très important de partir du pourquoi. On part trop souvent du comment et du quoi. Mais ce qui intéresse les clients aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Il y a des exemples admirables, on cite souvent Apple, et il y a un intervenant, Simon Sinek, qui est exceptionnel en quelques minutes, qui explique cette démarche de partir du why. Et les why pourraient correspondre au niveau de l'entreprise à la synthèse entre la mission, la vision et les valeurs. Troisième aspect, on va parler de personal branding. Alors c'est un terme également nouveau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec Internet, il y a de nouveaux enjeux et Internet a fait émerger la nécessité de devenir visible. Et la toile est une place publique mondiale qu'on peut difficilement mettre de côté. Alors c'est vrai que bien utilisée, elle peut devenir un appui considérable, voire déterminant aujourd'hui, pour se faire connaître ou reconnaître sur son marché à travers sa marque ou son identité personnelle. Aujourd'hui, tout devient de plus en plus transparent. Les moteurs de recherche nous permettent de nombreuses informations. Nous avons intérêt à avoir la main sur notre image. Toute entreprise a intérêt aujourd'hui à évidemment avoir la main sur son image si elle ne veut pas que ce soit Internet qui s'en charge. Alors, le personal branding, c'est l'action de développer sa marque personnelle. Et donc, aujourd'hui, la marque personnelle, c'est un peu votre ADN relationnel. C'est un élément capital qui, avec trois objectifs, qui constituent les trois étapes prioritaires d'un parcours de personal branding. C'est d'abord accroître votre visibilité, accroître votre crédibilité et accroître votre attractivité. C'est vrai que le PDG de Amazon, Jeff Bezos, dit ceci, c'est qu'il dit qu'une marque, pour une société,
c'est comme la réputation pour un individu. Elle se gagne en essayant de faire bien des choses parfois compliquées. Les règles du jeu sont exactement les mêmes en personal branding, les principes et les méthodes le sont également. Alors il faut évidemment oser construire sa marque. Il faut oser mettre ses talents en avant, mettre les talents de ses collaborateurs en avant, qui deviennent aujourd'hui, dans les nouveaux écosystèmes digitaux, des ambassadeurs, des influenceurs de la marque. Il faut pouvoir communiquer, prendre des risques, parler de ses projets. Il faut aussi contacter des personnes clés ou influentes, faire des demandes et surtout, il faut être soi. Alors mettre en place une démarche réseau et utiliser les réseaux professionnels, c'est important pour se faire reconnaître ou connaître sur son marché. Quatrième élément, c'est la logique des personas. Alors je vous encourage à définir des personas et des mots-clés qui vont avec. Alors un persona, c'est quoi? Alors dans le domaine du marketing, c'est un personnage imaginaire représentant un groupe ou un segment cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit ou d'un service ou d'une activité marketing prise dans sa globalité. Alors plusieurs personas évidemment peuvent être utilisés pour un même projet de développement. Alors la question que je vous pose, c'est qui sont vos personas? Je vous invite à faire la liste de tous les gens que vous voulez voir dans votre réseau, avec parmi lesquels vos personas. Cinquième aspect de la construction d'une stratégie d'influence, c'est de construire un calendrier éditorial. Pour être performant dans une stratégie d'influence sur les réseaux sociaux et profiter pleinement de tous ces outils de communication, il est recommandé de créer un calendrier éditorial. Alors son objectif est simple, c'est de vous permettre d'avoir une vision d'ensemble des contenus à préparer sur l'année pour délivrer le bon message au bon moment. Je vous propose cette méthode pour créer votre calendrier éditorial social simplement et efficacement en 5 étapes. Alors, le premier, évidemment, c'est de créer ce calendrier éditorial complet. C'est de le structurer par mois, ensuite d'avoir une vision globale sur l'année, par mois, par semaine. Ensuite, de lister les événements majeurs, comme des salons ou des conférences en rapport avec votre activité. Les journées internationales, elles sont aussi liées à votre activité, les vacances scolaires, les fêtes. Pensez aussi à intégrer des événements internes, l'anniversaire de votre entreprise, le rachat d'une autre entreprise, le lancement de nouveaux produits, services, la participation à une manifestation. Enfin, n'oubliez pas d'ajouter les articles de votre blog que vous devez partager sur vos réseaux sociaux. Troisième étape, identifier les thématiques de contenu. Alors évidemment, ne soyez pas trop commercial dans le contenu. Respectez la règle des 80-20, informez principalement et ensuite faites la promotion de votre entreprise. Une fois que vous avez vos thématiques, listez des sujets. Ça prend un peu de temps, mais vous allez voir que ça va vous en faire gagner énormément après et tout cela va consolider votre stratégie. Cinquième aspect, développer chaque contenu. Maintenant que vous avez des sujets et que vous savez quand les publier, vous devez déterminer le format des contenus. Alors en effet, selon les réseaux sociaux et vos objectifs, vous pourrez décliner chaque sujet en forme de texte, d'infographie, l'infographie très important, les images, mais aussi les vidéos. C'est un levier incroyable de diffusion sur la toile. Et c'est aussi le moment de prévoir les contenus à déléguer et ceux pour lesquels vous devrez acquérir des droits. N'oubliez pas que tout n'est pas gratuit, tout n'est pas libre, et donc il y a un certain nombre de démarches qui doivent être faites. Alors, anticiper la publication de ces contenus grâce à un calendrier éditorial permet d'optimiser votre stratégie sociale. Et grâce à ce planning, vous êtes sûr de conserver le rythme toute l'année pour augmenter l'engagement de vos abonnés et en recruter chaque jour de nouveaux. Je vous suggère une 6e étape dans la mise en place de votre stratégie d'influence. C'est une bonne cohérence entre votre stratégie offline et votre stratégie online. Alors bien gérer des réseaux sociaux et réseaux tout court, c'est pas uniquement s'inscrire dans une démarche 100% digitale. C'est aussi effectivement, et tant mieux, être sur le terrain, rencontrer des personnes. Alors listez également vos rendez-vous professionnels, des conférences, des after-work. N'hésitez pas non plus
à organiser de votre côté un événement original et surtout écoutez, partagez, n'attendez pas uniquement de recevoir. Soyez organisés, ayez vos cartes de visite, gérez celles que l'on vous donne, faites un suivi quand c'est nécessaire et montrez surtout que votre entreprise est fiable et que vous êtes quelqu'un de fiable. Septième aspect, une parfaite compréhension de ce qu'est aujourd'hui le contenu. En 2017, en 2018 et dans les années qui viennent, le contenu est un élément central. Si on devait résumer en une phrase l'impact du contenu dans toute stratégie marketing globale comme digitale, ce serait le suivant. C'est qu'aujourd'hui, il y a une fusion entre le produit et le contenu. Sur Internet, le contenu est un produit autonome. C'est un actif à très forte valeur ajoutée qui s'additionne jusqu'à être fusionné avec le produit ou le service que l'on cherche à vendre. Et cela aussi, Emmanuel Macron l'a bien compris. Le produit, c'est lui, le programme, c'est lui, la marque, c'est encore lui, et le contenu, c'est encore et toujours lui. Inspirez-vous de cette approche si vous voulez devenir influent et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Huitième élément, soyez très prudent, mais soyez aussi original dans le choix et soyez avisés dans le choix d'un bon type de contenu. Alors aujourd'hui, il y a différents points pour, en plus du contenu, cultiver son identité numérique. Il faut évidemment préparer le terrain. Il faut choisir ses graines, il faut choisir les moments propices pour le faire, il faut communiquer, il faut entretenir tout ce que l'on a semé, il faut surveiller ce que l'on dit de soi sur la toile, et enfin il y a aussi, dans certains cas, des stratégies d'évitement ou de gestion de crise, évidemment. Alors, dans toute cette jungle des outils numériques, soyez vigilants sur le fait qu'il existe 6 grandes classes d'outils que vous pouvez évidemment utiliser. Il y a les outils de base, que j'appelle de networking, comme Facebook, comme LinkedIn, qui sont des outils de networking par excellence. Il y a des outils de partage d'images. Alors ça, évidemment, Instagram aujourd'hui est un outil qui est très puissant dans certains cas. Alors il y a des outils de blogging, des blogs qui sont associés à votre site ou indépendants de vos sites. Les blogs sont d'une puissance énorme parce que la production de contenu via vos blogs sur votre site vont améliorer significativement et presque naturellement votre référencement sur la toile et ça n'a pas de prix. Des outils de blogging, bon, évidemment, les outils qui sont très utilisés, c'est par exemple WordPress. Alors vous avez des outils de micro-blogging, comme par exemple Twitter. Et puis, il y a également tout ce qui touche aujourd'hui la vidéo, avec notamment YouTube. Construisez intelligemment votre chaîne YouTube, c'est à votre portée. Dans votre stratégie, intégrez-le, parce qu'évidemment, c'est très important. Et enfin, dernière classe d'outils, ce sont tous les outils de collaboration et de partage de documents qui sont là aussi en plein développement. J'en citerai qu'un, par exemple, c'est Dropbox. Alors, j'ai parlé de blog. Alors, pourquoi un blog est important, que ce soit un blog personnel ou un blog d'entreprise? C'est que, naturellement, la plupart des moteurs de recherche bénéficient d'un bon référencement sur Google, que le blog permet de centraliser toutes les infos et les comptes personnels. Alors évidemment, il faut savoir quoi écrire, on en a déjà parlé juste avant. Il faut savoir argumenter, il faut savoir écrire, savoir des choses. Et normalement, le genre de savoir que beaucoup doivent avoir pour travailler en entreprise. Alors, le blog, évidemment, est aujourd'hui un outil générateur de contacts. Et vous, dans tout cela, eh bien, les informations qui vous concernent ne sont pas toujours cohérentes, ne sont pas toujours voulues, ne vous valorisent pas nécessairement. Alors évidemment, on n'a qu'une seule chance de faire la bonne impression. La perception est ce qui reste. La réputation, c'est la perception. Alors nous avons cette capacité d'influencer, de construire cette réputation en gérant effectivement notre identité numérique. Alors il nous reste 2 points à voir. Le 9e point de cette construction de stratégie d'influence pour votre entreprise, c'est d'identifier les influenceurs
Et là également, dans les nouveaux écosystèmes du digital, l'influence passe par les influenceurs. Vous pouvez être influenceur, vous pouvez avoir dans votre entreprise des influenceurs, mais il existe également des influenceurs, pratiquement des influenceurs professionnels, et dont l'influence est très importante. Alors, de nouveau, revenons à Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai qu'à un certain moment de sa campagne, il était un peu malmené, mais il a persisté et signé, et il a continué de chercher ses influenceurs politiques sur Internet, depuis le parfait inconnu issu de la France profonde jusqu'à Barack Obama lui-même. Et oui, la politique a aussi ses influenceurs, ses big boss de l'audience, patrons du monde dont l'influence est aussi forte offline qu'online. Et c'est vrai que Obama est adulé en France bien plus qu'aux États-Unis. Et donc, il a fait office d'ambassadeur exceptionnel, d'influenceur exceptionnel, au tel point que Emmanuel Macron en a même fait un hashtag « Barack qui me suit, ça le fait quand même bien ». Voilà. Dernier point, à côté de tout ce que l'on a dit, il faut faire un parfait usage et dosage de la technologie et surtout du data. On parle beaucoup de big data. Les données aujourd'hui, c'est une forme de valeur de l'entreprise, c'est aussi un actif stratégique. Et donc, à côté du physique, il y a le digital, il y a la technologie, il y a des données, et effectivement, tout cela ne s'improvise pas. Alors, pour terminer, il y a quelques erreurs courantes qu'il ne faut pas faire. C'est par exemple, en tant qu'entreprise, commencer trop tard à se construire une présence sur la toile avec tout ce que j'ai pu vous expliquer auparavant. Parfois, comme le disait Talleyrand, quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Alors, je pense qu'il est encore temps, mais effectivement, il faut le faire rapidement. L'erreur aussi courante, c'est de ne pas faire attention à ce qui se passe sur Internet. Beaucoup d'hôpitaux ne sont pas connectés aux réseaux sociaux et ont malheureusement, sans le savoir, des groupes qui se sont formés sur les réseaux sociaux comme Facebook et qui cassent l'image avec parfois 3 à 5 000 commentaires sur des problématiques qui sont survenues, notamment dans des services d'urgence. Et ça, effectivement, ne pas faire attention à ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, c'est presque suicidaire. Et enfin, troisième erreur courante, c'est de publier régulièrement du contenu qui n'est pas qualitatif. C'est de publier des mauvaises photos, c'est de publier des vidéos qui sont hors propos. Et donc, tout cela demande évidemment une préparation, une organisation qui est importante. Et pour conclure, il y a 5 façons de cultiver un réseau social actif. La première, c'est d'être utile, c'est d'offrir un support à votre réseau ou de suggérer des personnes qui peuvent aider votre réseau. C'est d'être présent, de participer, de publier, d'informer, c'est être social. C'est d'entrer en conversation avec le plus de monde possible, pas seulement avec les plus influents. C'est aussi d'être reconnaissant, c'est de penser à remercier votre réseau, à montrer qu'il compte pour vous. Et c'est aussi être généreux. Il faut souvent donner beaucoup avant d'espérer recevoir en échange. Et en conclusion, que vais-je vous dire? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus désormais de différence entre une stratégie marketing, une stratégie digitale et une stratégie de contenu marketing. Tout est histoire d'influence. Et comme le disait si bien Jean-Paul Sartre, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. C'est un peu la même chose quand on parle d'influence. Il faut donc se préparer. Alors, je vais terminer en vous rappelant les qualités d'un leader et vous souhaitez évidemment, vous êtes un leader et vous souhaitez également que votre entreprise devienne leader sur son marché. Alors, elle doit faire preuve de responsabilité, elle doit faire preuve de dynamisme, elle doit faire preuve de générosité. Il faut évidemment une bonne communication et le tout doit être planifié et organisé. Une stratégie d'influence ne s'improvise pas. Je vous remercie.